Récemment, j'ai été frappé par une vague de nostalgie, ça vous est sûrement déjà arrivé en revoyant un lieu familier, en sentant une odeur bien spécifique, parfois on sait même pas vraiment ce que ça nous rappelle, et il y a clairement une étincelle qui se produit. Moi ça m'arrive souvent parce que j'ai un rapport très particulier à la nostalgie, je l'adore tout comme je la déteste, mais dans les situations où je l'adore, c'est quand il m'est donné de l'expérimenter de nouveau. Ce que j'entends par là, c'est qu'on a des souvenirs qu'on pourra plus jamais revivre, on pourra même plus vraiment ne serait-ce que s'en approcher, tandis que de l'autre côté, on a des souvenirs qu'on peut expérimenter une nouvelle fois avec un nouvel âge, et dans cette vidéo, c'est de cette nostalgie-là dont il est question. Vous l'avez peut-être compris au titre, mais moi je vais vous parler d'un jeu qui a bercé mon enfance et préadolescence. Oui, vous avez bien entendu, j'étais sûrement un peu trop jeune. Mais je vais pas me contenter de simplement parler vastement du jeu. Non, moi je veux dans cette vidéo traiter de tout ce qui composait l'horreur de GTA V. Je sais pas pour vous, mais je regardais énormément de vidéos de la salle à l'époque. Je jouais à GTA V, donc fallait bien. Et son type de vidéo que je préférais, c'était celui qui traitait d'easter eggs. C'est pour ceux qui savent pas, des éléments cachés dans le jeu, en gros. Plus particulièrement d'ailleurs, les easter eggs reliés au thème de l'horreur, parce que l'horreur c'est aussi une grande partie de ma vie, que ce soit à travers des films, des jeux, peu importe. Et je me souviens que j'aimais tellement ça qu'activement avec mon meilleur ami d'enfance, on revenait de l'école à midi pour aller manger et on fouillait toute la map dans ses moindres recoins pour essayer de trouver ne serait-ce qu'un seul easter egg. Donc cette vidéo combinera deux éléments qui ont façonné mon enfance et mon adolescence, GTA V et ses horreurs. On traitera d'une variété de domaines qui contribuent à la peur que peut produire GTA V, donc des rumeurs qui traînaient sur le jeu, des fausses vidéos, et bordel que ça y en a beaucoup, et que j'étais crédule à l'époque, quel enfer. Des easter eggs bien moins connus, et pour ceux qui sont connus, j'aimerais les remettre au goût du jour. On traitera même de la map et des différentes émotions ressenties qu'elle pouvait nous provoquer. Alors comme certaines de mes autres vidéos, évidemment que vous allez pas vous chier dessus en matant celle-ci, c'est pas de Greylog dont on parle, donc gardez ça en tête. L'idée c'est de redevenir un adolescent ou même un enfant, d'être émerveillé et apeuré par chaque détail, et ce, même pour le plus infime. C'est du moins ce que moi j'ai fait pendant les recherches menées, vraiment, du coup remater les vidéos de la salle sur les sujets, c'était émouvant dans le meilleur sens du terme. Dernière précision avant de débuter avec la vidéo, c'est la première collaboration de ma chaîne, parce qu'en effet, cette vidéo, je la partage avec Lucas Social, qui m'a grandement aidé, et qui aura son mot à dire. Je promets pas forcément d'autres collaborations à l'avenir avec d'autres personnes, j'en referai en revanche, sans aucun doute, davantage avec lui. Si vous aimez ma chaîne, foncez tout de suite voir la sienne, elle est excellentissime. C'est un vrai plaisir de regarder ces vidéos parce que tant au niveau du montage que de la narration, il gère ça parfaitement et vous en aurez la preuve lors de cette vidéo si vous n'êtes pas encore convaincu. Même si cette vidéo lui rendra pas entièrement justice, puisque malheureusement c'est moi qui fais le montage. J'ajoute à ça que même si vous aimez pas ma chaîne, allez voir la sienne. Étant donné que les précisions sont terminées, on va pouvoir débuter par la base des bases, le plus simple, même si aussi par ailleurs je trouve le plus complexe. Commençons par traiter de la map de GTA V, de ses particularités, et pourquoi elle pourrait être effrayante. On peut commencer en disant que tout monde ouvert est inhéremment assez perturbant, particulièrement quand il s'agit d'une map aussi colossale qui par ailleurs est la plus grande de toute la saga et qui aujourd'hui encore, comptant 48 km², peut être considérée comme assez grande. Ce qui fait qu'un monde ouvert comme GTA V est aussi impressionnant et parfois dérangeant, c'est dans un premier temps cette trop grande liberté justement d'aller jusqu'où on veut, quand on veut, que ce soit aux confins de la map terrestre ou sous-marine, il n'y a pas forcément de limite. Dépendant des lieux, cette peur causée par une trop grande liberté est accentuée, notamment le mont Chiliad dont on reparlera à de nombreuses reprises, le plus haut point sur la map, et si on y va de nuit, l'absence de qui que ce soit est perturbante, surtout que c'est pas que la hauteur de cette montagne qui dérange, mais ça on y reviendra dans un temps voulu. Puis on peut noter tout un tas de routes, de rues désertes qu'on peut fréquenter en s'éloignant de la ville. Je pense immédiatement à ce barrage qui est un lieu extrêmement peu fréquenté. Il y a différentes maisons et structures plus vastement qui sont perturbantes, le phare par exemple et la maison qui la côtoie, nouvel élément sur lequel on reviendra. Les différents ports aussi qui la nuit revêtissent une atmosphère pesante, les forêts même, bref, la map est composée de tout un tas de lieux qui augmentent l'ouverture et le vide du monde de GTA V. Sans oublier les égouts ou ce qui se cache sous les ponts, les zones industrielles, vraiment les endroits ça cesse pas. Mais ces lieux, routes, peu importe, sont pas juste effrayants parce qu'ils accentuent l'ouverture et le vide de la map de GTA V, non. Le vrai problème selon moi c'est l'absence de PNJ. Sur GTA V on est habitué à voir tellement de PNJ qui sont la plupart du temps des sacs de frappe, et à raison parce que sur la route par exemple ils sont absolument infernaux. Leur présence c'est toute une composante et l'essence même d'ailleurs je trouve de la saga, et justement quand il y a un clair manque de PNJ ou d'activité humaine, ça change tout de suite d'atmosphère parce qu'on a vite ce sentiment que si eux ne sont pas là, ou ne viennent pas là, c'est bien pour une raison. Parfois, on peut se sentir rassuré en voyant une voiture ou plusieurs, mais est-ce que c'est vraiment rassurant? Ce que j'entends par là, c'est que s'il y a des voitures et des signes de vie soi-disant apparents, bah ils sont où les PNJ? Je sais pas ce qui serait plus suspect entre aller à un lieu avec l'absence complète de voitures et de civilisation, ou d'aller à un lieu qui a tout un tas de signes de vie et de civilisation, pour qu'au final,
il soit comblé d'un néant. Parce que nos esprits, quand on est enfant, ils sont volatiles et un peu trop créatifs. Je saurais pas vous dire le nombre de fois où j'avais l'impression débile d'être observé ou suivi, sans oublier toutes les fausses rumeurs qu'on se crée ou qu'au contraire on entend, tout en se rendant compte qu'il ne s'agit là pas de fausses rumeurs parfois. C'est compliqué de parler de ce que la map nous provoque tout en omettant certains des sujets dont on va traiter par la suite. Donc en attendant, on va parler de quelques trucs étranges présents sur la map, sans pour autant parler de ce qui serait l'une des plus grandes sections de cette vidéo, si ce n'est la plus grande, les easter eggs. Moi, il y a une partie de la map très importante que j'ai brièvement mentionnée qui me terrorisait au plus haut point dont je vais parler dans un premier temps, la mer et les lacs. Je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais ma seule phobie, du moins du coup à ma connaissance, c'est la thalassophobie, et ça rigole pas. Je tape pas de crise de panique et j'hyperventile peut-être pas, et j'ai probablement même l'air d'aller très bien d'extérieur, mais je meurs à l'intérieur de moi-même. Vraiment, je déteste ça. Et comment vous dire que les mers dans GTA V, c'est tout ce que je hais. Tu vois pas ce qu'il y a en dessous de toi, tu sais que c'est un jeu, donc à tout moment il cale un kraken pour t'empêcher d'aller trop loin ou une bêtise dans le genre. En l'occurrence, il s'agit d'un requin, mais on sait jamais. La mer en plus est archi bleue et profonde, c'est un enfer, sans oublier la quantité de trucs qu'il y a sous la mer qu'on va lister. Déjà, ça j'ai pas eu besoin de faire de recherche parce que je m'en souviens. Sur les côtes de Los Santos, donc la ville de GTA V, on pouvait trouver à cet endroit-là les restes de ce qui semble être une plateforme pétrolière. Et chose intéressante, en mode histoire, vous pouvez y trouver une mallette contenant 25 000 $. Je connais ça par cœur parce qu'à l'époque j'y allais en boucle pour récupérer l'argent au lieu de faire le mode histoire. Ce qui a été d'ailleurs pour moi une épreuve très difficile, celle d'aller au fond de la mer. Y a pas forcément grand chose d'intéressant à dire à ce sujet parce qu'au final c'est qu'une plateforme pétrolière et en plus de ça, même si on peut accéder à certains tuyaux, c'est assez mal modélisé donc bon. Et justement, du coup on va débuter par ces éléments assez peu intéressants pour aller jusqu'au plus intéressant. Débutons par la quantité faramineuse d'avions qu'il y a sous l'eau, que ce soit près de l'aéroport, près du mont Chiliad ou près du fort Zancudo, donc la plus grande base militaire du jeu. Les crashs d'avions, ça ne manque pas. Du coup, est-ce qu'il y en a qui est plus intéressant que les autres? Bah pour le coup il y en a même plusieurs, notamment deux. Prenons l'exemple de celui qui est près du mont Gordo au nord-est de la map. On dirait un Stearman PT-17 mais c'est pas ça qui est intéressant. Non, il s'agit de quelques particularités. On remarque que sur ses ailes il y a de tout petits embouts qui serviraient à relâcher des pesticides. On se dirait là donc qu'il s'agit d'un avion d'agriculture. Or cet avion s'est crashé à plusieurs kilomètres de la ferme la plus proche et surtout on retrouve plusieurs armes aux côtés de l'épave. Alors mon esprit complotiste a repris le dessus et j'ai pensé aux chemtrails, cette fameuse légende qui dirait que la condensation laissée par les avions dans les airs serait en vérité des gaz en tout genre. Par là sont entendus des gaz avec des effets plutôt négatifs, évidemment, comme des gaz qui pourraient nous rendre infertiles, plus dociles, malades, etc. Puis cette idée, honnêtement, elle correspond juste trop bien à l'univers de GTA V. Maintenant, un peu plus concret déjà, à l'est du port de Los Santos, il y a un autre crash d'avion qui, à l'image du précédent, comporte de nombreuses armes à feu tout autour de sa carcasse. Et on peut aussi apercevoir sur la verrière de l'avion des impacts de balles. On peut théoriser et penser qu'il s'agit là soit d'un avion militaire, soit même d'une prise d'otage de l'avion qui, éventuellement, le mènera à sa chute. Changeons de trouvaille et penchons-nous sur un cimetière de pneus à l'est de la map qui est en vérité une référence à un véritable événement historique, puisqu'en 1974, Broward Artificial Reef Inc. a pour volonté de débarrasser tout un dépôt de pneus crevés qui ne servent à rien et de les rendre utiles, puisque les pneus et leur forme seraient appropriés à la construction de nouveaux récifs, ce qui avait par ailleurs déjà marché en Malaisie par exemple, ou même dans le golfe du Mexique et d'autres pays. En l'occurrence, là, ils voulaient les mettre près des côtes de la Floride. Ça a été un échec monumental à tel point qu'en 2007, il y a eu une opération qui a coûté 140 000 $ à la Floride pour récupérer le sentier de pneus, ce qui, encore une fois, a été un échec, donc ils ont perdu tout cet argent. Il y a aussi une multitude de bateaux échoués, 5 en tout, dont 3 qui sont très similaires et qui ne présentent rien d'intéressant. L'un des deux autres restants est un immense cargo, mais rien d'intéressant de nouveau. Pour le dernier, cependant, il s'agirait d'un ancien bateau de la Seconde Guerre mondiale à usage militaire, puisque même si en état pitoyable, on peut y retrouver ce qui semble être le canon d'un tank. On a aussi les restes d'une baleine près de la côte de Los Santos, et c'est trop grave parce que c'est clairement la carcasse d'une baleine. Mais je me souviens du nombre de théories qui fusaient à l'époque, que ce soit celle du mégalodon, que donc ces ossements appartiendraient à un mégalodon, ou d'une quelconque autre créature gigantesque. Vraiment, c'était abusé, mais ça aussi, on y reviendra à la fin de cette vidéo. On a encore deux petits trucs très brefs à mentionner avant de passer aux choses sérieuses, en commençant par un ancien site militaire, ou du moins un dépôt à matériel militaire. J'entends par là des armes, des véhicules militaires, et la seule chose pertinente sur les lieux, c'est qu'il s'agirait apparemment là de divers véhicules issus de divers pays. Par exemple, on a un Panzer qui est donc allemand, mais on a aussi des véhicules militaires américains. Dans le même esprit, on a tout près d'une plage près du mont Gordo les restes d'un sous-marin nucléaire qui, au vu de sa nature et de son état, semblerait, tout comme le site précédent, dater de la Seconde Guerre mondiale. On pourrait s'imaginer que sa destruction a été entraînée à cause de sa proximité avec la plage, et c'est comme beaucoup de ces éléments-là,
non confirmables. C'est maintenant, en revanche, qu'on va toucher aux vrais éléments intéressants. Ils le sont d'ailleurs tellement que je savais même pas dans quel ordre les mettre. Commençons par les tunnels cachés des Humane Labs à l'est de la carte. Pour ceux qui ne savent pas, ce complexe est spécialisé dans les recherches scientifiques et à la base de plusieurs armes biologiques disponibles dans le jeu, que ce soit en ligne ou dans le mode histoire. C'est intéressant et intriguant puisque ces tunnels nous donnent directement accès au laboratoire, et d'ailleurs en mode histoire, si vous venez à pénétrer cette zone particulièrement reculée, vous aurez immédiatement 4 étoiles. Vous avez ensuite au sud-est une trappe des plus étranges, puisqu'il y a un petit hublot, on ne perçoit rien de ce qui y est confiné, mais en revanche, on entend distinctement des toquements dès qu'on s'en approche. Partons à présent au nord de la map pour y trouver un ovni, et ça vous verrez que c'est un sujet qui sera terriblement récurrent dans tous les segments de cette vidéo. Et pour finir, on a 8 cadavres, mais ça c'est pas pour maintenant aussi. Bon, il est temps de revenir sur Terre pour se diriger immédiatement vers les mines. Les mines, pour moi, ça englobe tellement bien l'esprit du mystère sur GTA V, parce que pour ceux qui se souviennent, elles étaient inaccessibles sur PS3 et Xbox 360, et déjà à cette époque, c'était littéralement une légende. Mais alors quand les gens ont su qu'elle allait être accessible sur PS4 et Xbox One, c'était la fête. En revanche, avouons-nous que l'attente était plus excitante que le résultat, parce que y a rien dans ces mines, vraiment rien. Bon, j'ai menti, il y a un cadavre dans le mode histoire, celui d'Isaac, qui dans le lore du jeu était un acteur pendant les années 40, un associé de Fred Quincy qui fondera Fred's Pictures, littéralement une parodie de Walt Disney, et c'est ce Fred Quincy qui a tué Isaac, puisqu'Isaac souhaitait participer à la production d'une autre boîte qui nous est inconnue. Je pense tout de même que c'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on attendait, même si j'imagine que de tomber sur le cadavre complètement déshydraté d'un personnage d'un tel acabit, ça doit être assez spécial, mais vu que l'info a très vite circulé, y a pas grand monde qui a été choqué de cette trouvaille. On passe à un lieu qui, au contraire, cache tellement plus qu'il n'y paraît. C'est vraiment faramineux tout ce qui se profile au-delà de ce qui est visible, et je parle évidemment du camp d'altruistes. C'est un lieu complètement isolé sur la map, un espèce de minuscule village entouré d'immenses piliers de bois, avec une tour de garde, un château d'eau et des maisons qui, d'eux-mêmes, sont faites en bois. Donc déjà tomber sur un village d'aspect particulièrement médiéval au milieu de nulle part, ça fout les boules. Mais alors quand vous avez des hommes très âgés tout nus qui vous tirent dessus avec du recul, certes, c'est drôle, mais c'est horrible. Il s'agit clairement là d'une secte. Mais beaucoup de gens ont cette fausse idée qu'il s'agit d'une secte cannibale, ce qui n'est pas le cas. En plus, au vu de leurs moyens et de leur nombre, ils sont sûrement pas partout en train de tout contrôler. Bon, ça aussi on le creusera un peu plus dans une prochaine section. On se situe à présent dans le désert, pas très loin de la maison de Trevor, dans un ancien motel qui aujourd'hui est complètement délabré. Et c'est pas juste ça qui joue dans la peur qu'il provoque, puisque la quantité de bruits étranges qu'on peut y entendre est assez folle. Des rires, des bruits, des pas inexpliqués, et c'est pas tout puisqu'il y aurait la nuit un rassemblement de clowns tueurs qui font des rituels, et c'est faux. La première partie, elle est vraie cependant, celle des bruits étranges, et de toute façon, plus vastement, cette partie de la map, elle est profondément dérangeante à cause de la quantité de bâtiments abandonnés, que ce soit des maisons, d'anciennes entreprises, tout. Il semble juste que la ville se vide peu à peu. Et vous comprenez à présent comment cette diversité dans les lieux, cette visible diversité dans les menaces aussi, qu'elles soient aliens ou sectaires, ça consolide vraiment l'horreur de la map. Mais il y a encore tellement de lieux que j'ai omis, parce qu'ils sont directement liés à des easter eggs, et pour faire la transition entre la section map et easter egg, quoi de mieux que de vous laisser le plaisir d'écouter Lucas Social traiter du cas de la maison 1807. Dans GTA V, il y a des easter eggs cachés qui ajoutent une surcouche étrange au jeu, comme par exemple toute la traque du Yeti, l'OVNI tout en haut de la montagne, ou encore ce corps piégé sous l'eau depuis on ne sait combien de temps. Mais saviez-vous que parmi les maisons éparpillées sur l'immense map du jeu, vous êtes probablement passé aussi devant quelques-unes abritant des choses insondables. Par exemple, on commence avec cette villa perchée en haut de la colline de Vinewood, qui semblerait normale à première vue, mais pour le coup, on raconte qu'elle cacherait un lourd secret. En effet, ce dernier débute par un simple graffiti, une flèche peinte en rouge surplombée du numéro 1807. Ok, très bien. Et si vous suivez la flèche, vous tomberez sur une autre maison style ranch dans la zone de Banham Canyon, qui serait une reproduction d'une maison qui a vraiment existé, et dont la véritable histoire serait tachée de sang. Mais quel est le lien entre l'histoire de cette maison et ce graffiti ? Eh bien ce lien serait justement Charles Manson, qui, si vous ne le connaissez pas, est non seulement une personne avec le visage du taré originel, mais aussi un chanteur-compositeur doublé d'un meurtrier. En fait, Charles Manson était le gourou d'un groupe sectaire appelé la Manson Family, vivant en communauté justement dans une villa, et cette famille était composée en moyenne 18 membres, principalement des femmes, et vivant globalement de trafic de drogue et de vol. Leurs voisins les traitaient même de garbage people, étant donné qu'ils fouillaient dans les poubelles la nuit tombée pour ramener de la nourriture à la famille. Bref, ce qui m'amène à vous dire qu'ils n'ont pas simplement fait du trafic de drogue, non. Charles Manson a aussi commandité beaucoup de meurtres à Los Angeles, dont celui de l'actrice Sharon Tate, cruellement tuée durant ce qu'ils appelaient un meurtre rituel,
alors même que cette dernière était enceinte. Et pour faire le lien avec ce qui se trouve au bout de la flèche, on a le massacre de Benedict Canyon où Charles Manson a envoyé 3 gars liquider toutes les personnes se trouvant dans cette maison. La location du jeu du bâtiment au bout de la flèche est Banham Canyon, justement en référence à Benedict Canyon, où le massacre a eu lieu. Le nombre 18 représentant bien le nombre moyen de membres dans la Manson Family, et le nombre 07 représentant le nombre de meurtres pour lesquels Charles Manson a été inculpé. J'aimerais ajouter que si on décide de se rendre à l'arrière-cour de la reproduction de la villa, on y rencontrera des personnes faisant la fête, mais dès qu'un contact aura lieu avec eux, ils s'écrouleront, morts. Et les autres s'abaisseront de terreur alors qu'aucune violence n'a été utilisée. L'assujettissement des membres de la famille de Charles Manson a même été représenté dans le jeu. Mais ce n'est pas la seule maison avec un background étrange, parce que la maison considérée comme la plus sordide de tout le jeu, elle se trouve sur les chemins poussiéreux du village Harmony. Une maison entourée de déchets et d'épaves de voitures qui ne rehausse pas du tout l'ambiance que la maison dégage, avec son aspect abandonné et ses entrées barricadées par des planches de bois empêchant le joueur de la visiter. La rumeur circulait simplement que l'on pouvait entendre des cris de fantômes venir de l'intérieur à certaines heures de la nuit, même si j'ai jamais pu vraiment les entendre. Cependant, derrière celle-ci se trouve une autre petite maison en bois qui est aussi dans un très piteux état, mais qui a la particularité d'avoir des visages sur les planches de cette dernière. Alors c'est probablement de la pareidolie, mais j'avoue n'avoir jamais vu la même chose autre part dans le jeu, sans compter que ça me fait vaguement penser à la maison au visage de Belmez, une véritable maison qui se trouve en Andalousie et qui a attiré énormément de journalistes et locaux comme attraction surnaturelle. En effet, cette maison a la particularité de voir des visages de différentes expressions apparaître sur le sol et les murs. La propriétaire Maria Pereira aurait même essayé de les nettoyer ou de détruire le sol en béton pour en reconstruire un nouveau, mais les visages continuent d'apparaître. La piste du canular n'a pas été prouvée puisque ça n'a pas l'air d'être fait à la main, mais le paranormal est bien envisagé puisque la maison aurait été construite sur un cimetière du XIIIe siècle, dont certains ossements d'adolescents ont été exhumés des sous-sols. Voilà une maison qui fait bien froid dans le dos si je puis dire. Cela dit, il existe aussi une maison tachée de sang, genre littéralement. Parce que dès que la nuit tombe sur Los Santos à partir de 19h in-game, les fenêtres de cette maison se retrouvent couvertes de sang comme si un massacre avait eu lieu à l'intérieur, ou bien comme si elle saignait. Et bien cette histoire pourrait tout aussi bien être inspirée là encore d'une maison qui a réellement existé, la maison qui saigne de Saint-Quentin. La propriétaire a commencé à se sentir observée, s'est mise à constater des portes claquées sans courant d'air, ou encore des meubles se déplacer au petit matin, mais aussi et surtout du sang coulé sur la tapisserie. Les enquêtes sont claires, c'est du sang humain, mais pas celui de la famille, ni d'un potentiel corps caché dans les murs, c'est un mystère complet. Il est possible que Rockstar ait pu ajouter cette maison dans le jeu, ou alors elle cacherait une histoire bien plus grave. On ne le saura probablement jamais. On a assez radicalement changé d'ambiance entre cette première partie de la vidéo qui traitait uniquement de la map et qui globalement était assez abstraite, puisqu'on va à présent continuer avec tout ce qu'il y a de plus concret dans ce jeu, les easter eggs, en traitant de ceux qui seraient catégorisés comme dérangeants voire effrayants, puisqu'il y en a énormément, et tous ne se distinguent pas par l'effroi qu'ils provoquent. Je veux reprendre avec un easter egg très court mais extrêmement graphique, d'ailleurs sûrement le deuxième plus graphique de la vidéo, puisque je vais devoir censurer. Et c'est pas juste un easter egg brutal et explicite, non, au-delà de ça, je le trouve assez triste et touchant. Tout l'easter egg commence sur un site internet, et d'ailleurs, des sites internet dans le segment de cette vidéo, il y en aura plusieurs. Maintenant, penchons-nous sur le site internet acceptthechaos.com, qui, comme son nom pourrait l'indiquer, au-delà d'être un site athée, semble même être un site antidéiste. Le site est en somme une critique de la foi en une divinité et en des religions dites traditionnelles, prônant plutôt Mère Nature comme la seule vraie divinité entre guillemets, puisqu'il s'agit pas là d'une conscience dont il est sujet, mais de hasard. Vous avez ensuite les trois onglets, et nous on va s'intéresser au premier. Tu veux jouer comme étant Dieu? Par la suite apparaît une image d'une famille, tout ce qu'il y a de plus classique. Moi, je veux que vous fassiez attention aux chiens. Si on vient appuyer sur le bouton cliquer pour jouer à Dieu, la photo change et on voit à présent les suites d'un accident avec toute la famille qui est morte d'une manière absolument effroyable. Ça fait plus partie de l'easter egg, mais si on reclique, on a une photo de Los Santos et en recliquant, on a une photo d'un extrait de journal traitant d'un tsunami ayant frappé la ville et qui, au passage, a tué 200 000 personnes. La critique est assez claire et c'est une véritable question théologique des plus intéressantes, mais là, il s'agit pas de se pencher sur ça, parce que vous vous demandez actuellement sûrement où est l'easter egg. Enfin, c'est un élément assez caché, mais rien de bien faramineux, quoi. Eh bien, figurez-vous que non, parce que cette famille, et plus particulièrement le chien, a un lien bien spécifique avec Franklin, l'un des trois protagonistes. Ok, donc pour faire la liaison, on va devoir faire une mission du nom de Risk Assessment, où pour la première fois Franklin fera la rencontre d'un type un peu louche et un peu fêlé, qui est constamment en train de faire des sortes de sports extrêmes. En l'occurrence, dans cette mission, il faisait du saut en parachute, mais il a fini par atterrir dans un arbre, duquel il ne parvenait pas à s'extraire. C'est maintenant que l'easter egg entre en compte, puisque Franklin n'est pas tombé au hasard sur Dom.
Non, c'est un chien qui l'a guidé jusque-là. Or, Dom, il a pas de chien. Et le chien, après avoir emmené Franklin jusqu'à Dom, il s'est évaporé. Et le pire, c'est qu'il y a une autre mission, Uncalculated Risk, où il se passe exactement la même chose. Franklin, en passant près d'un des barrages présents sur la map, apercevra le même chien qui l'amènera encore une fois là où était Dom. Sauf que cette fois, il est trop tard. En effet, Dom s'est convaincu. Il va sauter sans parachute et évidemment, en sautant, il finira par mourir. Oui, le lien vous l'avez fait. Ce chien qui sert d'ange gardien à Dom, c'est le même qu'on a vu mourir sur le site acceptthechaos.com. C'est bien là que se situe la dimension triste de l'easter egg. Un chien qui, même après sa mort, continue d'être aussi adorable. Leonora Johnson est née le 29 août 1952 dans le Midwest. Son père Harold était éleveur de poulets et sa mère, Helen, travaillait dans une ferme laitière. Elle souffrait de problèmes pulmonaires dus à une forte consommation de tabac pendant son enfance et pour ne pas faciliter son cas, à l'école, Leonora était une élève plus que banale, mais malheureusement ou heureusement pour elle, elle atteint la puberté à un âge assez précoce et attire beaucoup l'attention des autres élèves. En 1967, donc à ses 15 ans, elle décidera de fuguer de sa maison située dans le Midwest et dans la campagne pour changer de situation, puisqu'elle se rend à Los Santos avec toutes les étoiles du monde dans les yeux. Son but étant soit d'être actrice, soit de devenir une modèle. Après quelques années passées à travailler en tant que serveuse, elle sera reconnue pour son immense beauté et une espèce de crédulité naturelle qui attirera des hauts placés de Vinewood, le Hollywood de GTA V, qui voudront immédiatement l'employer. Son omniprésence dans tout un tas de films canons à l'univers de GTA V est notable, que ce soit ou même The Many Wives of Alfredo Smith, qui est un film produit par un homme du nom de Peter Dreyfus, et ce nom, retenez-le. Rum Runner, le premier grand film auquel elle a participé, est paru en 73, et le deuxième que j'ai cité est paru en 75. Et c'est cette année-là qu'elle a été tuée. C'est d'ailleurs le cas de meurtre le plus célèbre de tout le XXe siècle. Mais comment et dans quel état est-ce qu'on l'a retrouvée? C'est la réponse à toutes ces questions qui rend ce cas si célèbre et si sombre. Puisqu'en 1975, du coup, la police reçut un renseignement anonyme. Il devait se rendre près du barrage non loin de la ville. Un corps y avait été trouvé. Et en effet, en y arrivant, ils découvriront le corps près du barrage dans un état absolument pitoyable. Préparez-vous, c'est graphique à tel point que si vous êtes sensible, allez au timecode indiqué à l'écran. Leonora a été mutilée de toutes parts. Elle a eu ses 2 mains et 2 pieds coupés avant d'être rattachée à l'envers, chacun à la place de l'autre. Son visage avait presque été rendu méconnaissable à cause du littéral manque de certaines parties de son visage, notamment ses lèvres. Mais c'est pas tout, puisque ses 2 seins comportaient de multiples incisions. Elle avait une étoile dessinée sur le dos, dessin d'ailleurs réalisé avec les cendres d'un cigare, sans oublier toute une partie de sa cuisse qui avait été sectionnée et sur laquelle était écrit jambon. Et si tout ça c'était pas déjà assez grave, il y a de nombreuses preuves pointant vers un abus relationnel, disons. Résultat de cette affaire, le tueur n'a jamais été trouvé. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant plusieurs années après la mort de Leonora, une personne anonyme se faisant passer pour ce même tueur enverra une quantité de lettres astronomiques et absolument horribles à la famille de la victime, les narguant autant que possible. Et pour vous dire, il se limitait pas à de simples lettres. Il appelait le domicile et le jour de l'anniversaire du meurtre de Leonora, il enverra le reste de ses lèvres qu'il avait le jour même sectionné du visage de Leonora. En quoi ça, c'est un easter egg? D'où est-ce que je tire toutes mes informations? Eh bien, il y a un site accessible depuis notre téléphone dans le jeu, tout comme Accept the Chaos, qui nous donne toutes ces informations. Un site créé par un anonyme qui, par obsession pour ce cas, finira par perdre son travail et sa famille pour constamment documenter ce cas. Il ne peut pas se passer de Leonora. Alors on pourrait, au vu des nombreux messages à connotation sexuelle et au vu de la gueule du type, penser que c'est lui qui a tué Leonora. En plus, il y a quelques arguments qui penchent vers cet avis. Déjà, comme je l'ai dit, le mec a littéralement tout perdu pour continuer à documenter ce cas. Il est visiblement obsédé avec Leonora au point d'avoir sa cave remplie de photos d'elle. Ça me rappelle d'ailleurs énormément le clip de Stan d'Eminem. Il se peut que ce soit là une référence. Mais c'est pas tout, puisque le site comporte un onglet suspect, regroupant donc tous les potentiels suspects, y compris ceux qui n'ont pas été interrogés par la police. Et devinez quoi? En effet, l'auteur du site en 1980 a eu un interrogatoire avec la police et s'est lui-même inscrit en tant que suspect sur son propre site. Et en parlant de suspects, il y en a quelques-uns qui sont très intéressants. Déjà, il y a un homme du nom de Mitch Dexter, un acteur très populaire dans l'univers de GTA V, qui aurait apparemment, selon l'auteur du site, abusé de Leonora, puisqu'elle avouera lors d'une interview tournée en décembre 74 qu'une personne très connue aurait profité d'elle à ses 17 ans. Et c'est justement pendant cette courte et unique période que Mitch Dexter a été aperçu avec Leonora. Ensuite,
Ensuite, on a Harold Johnson. Oui, vous avez reconnu le nom de famille, il s'agit de son père, mais le manque de preuves est assez frappant. Il semblerait qu'on fasse davantage face à un espèce de fantasme du créateur du site qu'à de vraies affirmations. Il y a aussi Carly Ferran qui, en consultant le site uniquement, paraît être le suspect le plus probable, étant donné les informations qui nous sont données tant sur la personne de Carly Ferran que sur sa situation avant la mort de Leonora. Carly, c'était une personne transgenre, ça aura son importance, qui vivait avec Leonora puisque c'était son colocataire, et surtout, c'est la dernière personne à avoir été vue avec Leonora. Vous vous souvenez du renseignement anonyme qu'avait reçu la police au sujet d'un cadavre trouvé près du barrage? La police a dit à ce sujet que la voix était particulière, la décrivant comme celle d'une femme avec une voix extrêmement grave. Mais encore plus suspect, Carly idolâtrait Leonora, et pas qu'un peu puisque la base de son changement de sexe semble être sa volonté de vouloir ressembler à Leonora, parce que même si son opération échouera, il continuera à tout faire pour lui ressembler, allant jusqu'à se teindre les cheveux de la même couleur qu'elle, il utilisera même des tampons. Mais est-ce que ça l'aurait vraiment poussé à la tuer? Sans doute, oui, mais il y a un suspect sur la liste qui sort du lot, puisqu'il est connecté à un autre élément encore présent sur le jeu qui, vous inquiétez pas, est lui-même entièrement connecté au cas de Leonora. Ce dernier suspect se nomme Peter Dreyfus, le même nom que je vous avais demandé de retenir, et sur le site, il y a pas mal d'informations parce qu'il est assez connu. Il s'agit en effet d'un directeur de film. En revanche, on n'en a pas assez, parce que la personne qui a tué Leonora, c'est bel et bien lui. Dans une lettre envoyée à ses parents peu de temps avant sa mort, Leonora parlait d'une collaboration entre elle et un directeur très connu. Ce dernier n'étant pas officiellement Peter Dreyfus, mais étant donné la participation de Leonora dans le film The Many Wives of Alfredo Smith, c'est assez explicitement révélé, puisqu'il en était le directeur. Maintenant, il y a un passage intéressant sur le site, puisque l'auteur parle des délires artistiques bizarres, voire carrément macabres qu'avait ce directeur, et qu'au vu de la disposition du cadavre de Leonora, l'éventualité que Peter soit derrière ce meurtre était clairement envisageable. Et c'est maintenant qu'on arrive au summum de cette histoire, parce que tout ça, c'est lié à une espèce de quête secondaire disponible après la mission Repossession, où vous allez devoir collecter 50 morceaux issus d'une lettre, éparpillés un peu partout dans Los Santos. Si on vient à récupérer toutes les lettres, une mission nous sera alors rendue accessible, puisqu'en ayant recomposé la lettre, on aura sous les yeux l'aveu du meurtre de Leonora par Peter Dreyfus, lettre qui initialement était destinée à David Richards, un autre directeur de film. Je vais me contenter de lire la lettre parce que vous comprendrez entre gros guillemets pourquoi Peter Dreyfus a tué Leonora. Mon cher David, écoute, je sais que t'es un peu offensé par ta découverte quant à ma petite indiscrétion, comme diraient les Français, mais je veux que tu comprennes, c'est tout ce que c'est, une petite indiscrétion. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mes actes étaient un peu inhumains, mais ce n'est pas une mauvaise chose, puisque l'inhumanité est le mot d'ordre, la monnaie, la vie même de l'artiste. C'est mon inhumanité qui me rend humain. C'est grâce à mon inhumanité que je peux parler aux gens avec cette autorité morale du pécheur et du créateur, les deux à la fois. Je devais la tuer, et je devais le faire de cette façon, celle qui me ferait le plus de mal, en la torturant lentement et douloureusement, puis en envoyant des souvenirs de notre rendez-vous à sa famille. Au cours des années qui ont suivi, j'ai parfois dû pousser sa famille à souffrir davantage, juste pour prouver à quel point je comprends la souffrance et comment je peux la représenter au mieux en tant qu'artiste. Ne vaut-il pas mieux qu'une famille souffre pour que le monde puisse être libre de jouir, d'apprendre et d'être purifié par mes chefs-d'œuvre? Ne te donne même pas la peine de répondre à cette question. Je veux dire, la réponse est évidente, et si tu te trompes, alors tu es moins bon que je ne le pensais. Mais ne nous préoccupons pas de ces futilités. Nous sommes des artistes, mon ami, les derniers d'une race en voie de disparition, et je redoute le jour où tu prendras enfin ta retraite et où Solomon prendra la relève. Bien sûr, j'aime le gamin, mais c'est une ordure sans remords qui n'a rien de ta passion, de ton zèle créatif. C'est un moralisateur sans foi ni loi qui se cache dans le corps d'un décadent de Vinewood. Il ne comprend pas pourquoi nous agissons comme nous le faisons. Ce n'est non pas parce que nous le pouvons, mais parce que nous le devons. Et c'est bien là le problème. Certains profitent de leur position dans cette ville pour se faire plaisir, comme s'ils couchaient avec plusieurs jeunes filles, torturer des autostoppeurs ou manger des chiens pouvait être amusant. C'est affreux. Je ne le fais que pour en faire l'expérience, afin que mon art soit plus vrai, plus profond, plus significatif. Et je crois que tu le sais. J'ai hâte que tu lises ma nouvelle version de The Herd. J'ai vraiment éliminé les clichés qui ont ruiné les pièces de Shakespeare et j'ai trouvé le pouvoir, le moment, la chose dont nous avons parlé cette merveilleuse nuit au Mexique quand nous avons payé les prostituées pour qu'elles se poignardent. Quoi qu'il en soit, j'espère que Rachel et toi avez résolu vos problèmes parce que j'ai hâte de refaire le dîner du vendredi bientôt. Tu as toujours été une source d'inspiration pour moi, ton cher ami. Et voilà la raison pour laquelle il a tué Leonora de la sorte. Ce serait artistique. Par chance, on a une mission qu'on réalise avec Franklin qui nous permet de décider du sort de Peter Dreyfus. Soit on le tue, soit on le laisse partir. La punition est entre vos mains. Je pense que c'est l'un des meilleurs historiques du jeu, une espèce de quête secondaire qui se profile en parallèle de toute l'histoire et qui trouve tous ses débuts sur un site internet avant de prendre des proportions colossales. En plus d'être si bien ficelé, c'est perturbant, que ce soit les images qui nous sont montrées, du vrai cynisme qui se dégage du site
et surtout de l'horrible personne qu'est Peter Dreyfus. La lettre a vraiment un fond de malaise et semble révéler une infinité d'horreurs supplémentaires qui ne nous sont heureusement, ou plutôt malheureusement, pas accessibles. Le Bigfoot, c'est une légende déjà dans une majeure partie de la saga, à tel point qu'une semaine seulement après la sortie de GTA San Andreas, des gens avaient déjà prétendu l'avoir aperçu dans un lieu sur la map qu'on appelle Back au Beyond. Et comment dire que GTA V, ça n'a pas manqué. Les rumeurs concernant Bigfoot et toutes sortes de cryptides, c'est même plus possible de les compter, mais on en traitera dans la prochaine section. Vous inquiétez pas. Si je trouve que GTA V ça encapsule parfaitement bien l'esprit américain et ça l'exacerbe, évidemment qu'il allait pas se contenter de simples rumeurs. Parce que le Bigfoot existe dans GTA V. Ça je pense que c'est une surprise pour personne, du moins ceux qui ont joué au jeu. De l'autre côté en revanche, je pense qu'il y a deux notions relatives au Bigfoot au sein du jeu qui sont vraiment ignorées, ou du moins très peu connues. Débutons par la plus courte. Puisque la vraie première fois de toute la saga qui nous est donnée de voir Bigfoot, c'est lors d'une mission avec Michael intitulée Predator, où en gros, vous êtes en pleine nuit, vous avez un sniper et avec un viseur thermique, et vous devez de retrouver les frères O'Neill. C'est des randoms donc on s'en fout. Là où c'est intéressant, c'est qu'en visant en bas à droite, vous pourrez très brièvement apercevoir le Bigfoot avant qu'il ne vienne à soudainement complètement disparaître. Ça interroge un peu sur sa nature. Est-ce que ce serait du coup un espèce de fantôme? Est-ce qu'il a des habilités surnaturelles? Ou est-ce que c'est simplement Michael qui, à cause du fait qu'il soit dans une forêt, s'imagine tout un scénario avec Bigfoot? Bah c'est peut-être autre chose. Ça, c'était la première notion relative au Bigfoot qui est bien moins connue que celle que je vais énoncer maintenant, étant donné que sa deuxième apparition se fait lors d'une mission avec Franklin du nom de Le dernier. où il rencontre un chasseur qui est activement à la recherche du Bigfoot dans cette forêt depuis plus de 8 ans. Votre objectif, ce sera de l'aider, et en effet, il avait raison, le Bigfoot existe, et vous devez de le chasser. Et malheureusement, vous finirez par vous rendre compte que le Bigfoot, en vrai, n'existe pas vraiment. Il s'agit juste d'un mec random en costume. On pourrait par conséquent penser que, voilà, l'histoire du Bigfoot dans la saga commence avec GTA V et finit avec GTA V lors de cette mission. Mais vous vous trompez un petit peu, puisqu'on en vient à une autre notion relative au Bigfoot qui est beaucoup moins connue aussi. Alors avant d'en parler, il faut parler des plantes hallucinatoires qui elles sont connues pour le coup, qui vous permettent de vous transformer en divers animaux et qui sont éparpillés un peu partout sur la carte, mais on va parler de la suite de ces plantes et où tout ça nous mène. Donc en ayant consommé les 27 plantes hallucinatoires initiales, vous devez maintenant d'avoir complété tout le jeu, sans exception, pour débloquer une nouvelle panoplie de plantes hallucinatoires qui, elles, maintenant, sont dorées. Le truc c'est que c'est un véritable enfer de consommer toutes les plantes parce que même si elles sont plus visibles, le nombre de prérequis obligatoires est juste abusé. Donc déjà il y a une seule plante par jour qui apparaît et ce uniquement entre 5h30 du matin jusqu'à 8h du matin. Si le matin en question est soit dans une condition météorologique comportant de la neige ou de la brume, autrement la plante n'apparaît pas. Déjà ça c'est chiant parce que vous avez aucun contrôle sur la météo. Ensuite c'est pas tout, comme j'ai dit, ça doit être dans l'ordre et vous pouvez pas vous tromper. À chaque fois que vous consommez une de ces plantes, vous vous transformerez vous-même en Bigfoot, et vous avez les mêmes capacités et possibilités qu'avec votre personnage initial, la seule différence étant que le Bigfoot a légèrement plus de force. Au bout du 7e et dernier jour, vous allez trouver à côté de la dernière plante le cadavre du chasseur de Bigfoot. Et ce que vous allez devoir faire ensuite, c'est d'hurler. En faisant ça, vous allez entendre un hurlement qui semble vous répondre et vous allez devoir le suivre. Vous trouverez sur le chemin une panoplie de cadavres et vous finirez par arriver dans une déchetterie, avant qu'un personnage bien mystérieux du nom de Bête n'apparaisse et que vous ne commenciez à vous battre. A noter qu'il est extrêmement puissant et que c'est un vrai sac à point de vie, donc le combat est honnêtement le plus difficile de tout le jeu. Ça s'apparente véritablement au boss final. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe en le vainquant? Bah rien. Vous mettrez fin à l'hallucination et vous le débloquerez dans le mode réalisateur. Un mode de jeu au sein même du mode histoire qui vous permet de changer de skin et de changer tout un tas de paramètres au sein même de votre partie. Donc dans le mode réalisateur, vous pouvez par exemple mettre des sauts super hauts, des balles explosives, changer la météo, vous pouvez placer des rampes pour faire des courses, bref, c'est très sympathique. Moi, je suis vraiment curieux quant à la nature de la bête, parce que clairement, on dirait pas un autre humain, que ce soit au niveau de la force, de son rugissement, de sa résistance, tout quoi, on dirait presque que c'est ça en vérité le vrai Bigfoot de GTA, on l'a trouvé. Bah en vrai je crois pas, parce que la bête, franchement je pense qu'elle est sûrement juste créée à cause des plantes hallucinatoires, et ça c'est malheureux, parce que un élément de paranormal dans le canon du jeu ce serait grave cool. Et justement, on va y toucher à présent.
Celui-là est tellement connu et je me demande si c'est pas justement l'easter egg flippant le plus connu de tout GTA V. Et si c'est le cas, c'est parfaitement compréhensible parce qu'il est véritablement bien fait. Le fantôme de Jolene Cranley Evans, ou même encore le fantôme du Mont Gordo, fait référence à un véritable fantôme qui apparaît entre 23h et minuit dans le jeu, sur une des pointes du Mont Gordo, qui donne la vue sur le phare et une maison que je vous avais demandé de garder en tête, puisqu'il s'agit, et certains l'auront reconnu, de la maison de la famille Sawyer dans Massacre à la tronçonneuse. En tout cas, le fantôme, on peut l'observer de loin et d'assez près sans abuser, étant donné que si on s'approche trop, le fantôme finit par disparaître, ne laissant derrière lui qu'un seul mot, écrit avec du sang, Jock. Avant de passer au lore et à ce qui lui est arrivé, chose intéressante dont je n'avais absolument aucune connaissance, sur les versions Xbox One et PS4, en vous situant au bas de la montagne, vous pourriez entendre la voix de Jolene dire plusieurs phrases que voici. Mais concrètement, qu'est-ce qui est arrivé à Jolene et pourquoi il y aurait Jock écrit en sang sous son fantôme? Pour comprendre ça, on doit revenir à peu près un peu avant 1978, puisque c'est à cette date que Jolene mariera un homme du nom de John Cranley, cascadeur professionnel et de renom. Néanmoins, si sa carrière semblait se porter à merveille, c'était pas le cas de leur mariage. Il y avait de clairs désaccords qu'ils ne parvenaient pas à réconcilier, notamment dû au fait que John, aussi connu sous le nom de Jock, souhaitait quitter Blaine County, donc la partie externe à Los Santos, pour pouvoir poursuivre sa carrière. Ça rimait pas avec les plans de Jolene qui se devait de rester à Blaine County pour s'occuper de ses parents dans un premier temps, mais aussi de l'auberge qu'il gérait. Un jour, en 1978, les deux mariés se baladaient sur les sentiers du Mont Gordo, mais malheureusement, lors d'une dispute, Jolene glissera par mégarde jusqu'au bas de la montagne, mourant évidemment immédiatement sur le coup. Malgré cet accident, John Jock Cranley sera tout de même arrêté, la police le suspectant d'avoir commis le meurtre, mais il sera relâché peu de temps après pour manque de preuves. Dernière info sur cette histoire. Bon, c'est évident que John a buté Jolene. Toutes ces informations, on les tire une nouvelle fois d'un site internet, un site qu'on connaît déjà puisqu'il s'agit du même qui traitait du cas de Leonora. WhoKilledLeonoraJohnson.com. Parce qu'on a un autre article intitulé Un autre mystère de Vinewood, du sang sur la roche. Est-ce qu'elle est tombée? Est-ce qu'elle a été poussée? En cliquant dessus, on tombe sur un simple extrait de journal qui relate tout ce que je viens de vous raconter. En attendant, le fantôme du Mont Gordo, c'est sans aucun doute l'un des easter eggs des plus iconiques de toute la saga, et pas seulement. Je pense sincèrement qu'il s'agit d'un des easter eggs des plus iconiques du jeu vidéo. Je trouve qu'il est extrêmement bien fait, que ce soit le modèle du fantôme qui est honnêtement horrifique dépendant de notre âge, ou tout le mystère qui se profile au-delà du simple fantôme, sans oublier le lieu en lui-même qui est déjà excellent sans le fantôme, mais qui, avec ce dernier, devient tout bonnement le mont le plus connu du jeu après le mont Chiliad. Si on se base extrêmement souvent sur des sites internet présents au sein du jeu pour découvrir des easter eggs ou pour obtenir des informations par rapport à des easter eggs, cette entrée ne déroge pas à la règle, contrairement aux deux autres qui vont suivre, que vous connaissez sans doute. Le culte des altruistes, on l'a déjà brièvement énoncé quand on parlait des horreurs disponibles tout au travers de la map de GTA V, on en a traité comme étant un lieu extrêmement hostile, arriéré et malsain, mais ça va clairement pas aller en s'améliorant, tout au contraire parce que lorsque je vous en avais parlé, j'avais oublié ou plutôt j'avais menti quant à certains détails, notamment sur leur présence, puisqu'au-delà du simple fait d'avoir tout un village, ils ont aussi un site internet sur lequel on va revenir. Mais c'est pas tout, et ça extrêmement peu de gens le savent, ils semblent aussi prendre possession d'un poste radio, la radio Rebel, puisque si vous la mettez pendant la nuit, vous aurez la chance d'entendre un message en morse que voici. Bannir les vêtements, bannir les mensonges, bannir la jeunesse, bannissez la tromperie. Mangez la chair, buvez le sang. Nous serons à nouveau libres parce que nous savons l'altruisme, le plus grand bien pour la plus grande génération. Nous connaîtrons un nouvel essor. Mais c'est pas fini, on reviendra sur ce message et sur les activités du culte en général, puisque maintenant on va passer à leur site internet www.altruistsunite.com, qui est tout aussi particulier et cryptique, étant donné que tout est écrit en morse de nouveau. D'ailleurs, si vous avez l'œil, vous auriez peut-être remarqué la similitude entre ce site et l'esthétique globale d'une autre secte qui, elle, a malheureusement bel et bien proliféré dans la vraie vie, Heaven's Gate. Mais maintenant, décryptons le site. Voici toutes les phrases. La révolution industrielle a été un désastre pour la stabilité de l'humanité. C'est évidemment une référence à Ted Kaczynski ou encore Luna Bomber. Continuons. Presque tous s'accordent à dire que l'accent mis sur la supériorité de la jeune génération de moins de 40 ans entraînera la fin catastrophique et tragique de notre civilisation. L'homme est par nature un animal nocturne. Ceux qui vivent dans la société industrielle et technologique, baignés dans le soleil et l'électronique, souffrent de problèmes psychologiques. L'hypervitaminose D provoque des concentrations anormalement élevées de calcium qui peuvent nuire au cœur,
cœur, aux reins et aux os. Les concentrations toxiques sont le résultat direct de l'exposition au soleil. La promiscuité est source de stress et d'agressivité. Les sociétés primitives, où les vêtements et les outils issus de la révolution industrielle n'étaient pas nécessaires, fournissaient un cadre stable pour le fonctionnement de la société. On ne peut pas se plaindre de la décadence des valeurs traditionnelles tout en embrassant la technologie. L'homme, en tant qu'individu, travaillant avec un groupe autonome d'individus, tous nus en esprit et en tissu, reste sain pour lui-même et pour les autres. Les moins de 40 ans n'existent que comme source de subsistance pour l'homme altruiste qui gagne en vie en les consommant. Bannir les vêtements, bannir les mensonges, manger de la chair, buvez du sang, nous serons libres une fois de plus. Parce que nous savons l'altruisme, le plus grand bien. Pour la plus grande génération, nous connaîtrons un nouvel essor. Jeunesse, bannir la tromperie, manger de la chair, boire du sang, nous serons à nouveau libres. L'altruisme, le plus grand bien. Pour la plus grande génération, nous connaîtrons un nouvel essor. Il est arrivé. Bonjour le chercheur, bonjour cherchant. Nous nous agenouillons devant vous. Nous prosternons notre jeunesse et notre vigueur persistante sur cet autel qui nous a été envoyé. Bonjour chercheur, préparez-vous à devenir pur. La pureté est toute chose, la chair pure, le sang pur. La pureté est essentielle. Alors du coup, on va expliquer les croyances du culte avant de traiter de leur fin, mais aussi de leur vraisemblable liaison avec la dernière entrée de cette section de la vidéo, consacrée aux easter eggs. Et aussi, je le précise avant de continuer, vous l'avez compris, mais évidemment qu'au début, en vous parlant d'eux, je vous mentais. Ils sont partout et surtout, oui, ils sacrifient des gens, il n'y a aucun doute là-dessus. Comme on peut l'apercevoir avec tous ces messages, il y a une véritable aversion pour les générations plus modernes, puisqu'il semble que toutes les personnes étant en dessous de la barre des 40 ans sont des problèmes, étant donné que ces derniers sont ceux qui supportent la modernité. Cette modernité, c'est un thème récurrent et le culte la rejette constamment, citant même Ted Kaczynski, l'archétype même de l'antimodernisme, mais couplé à ce rejet de la modernité, on retrouve son opposé, l'apologie d'un mode de vie bien plus tribal et primitif, qui se retrouve par la constante référence au sacrifice, qui se retrouve même dans leur incroyable style vestimentaire, le style nudiste. Leurs activités du coup se limitent pas à simplement être confinés dans leurs enceintes, non, il y a des articles disponibles sur divers sites internet qui parlent de disparition de randonneurs dans les montagnes de l'ouest de Blaine County, correspondant parfaitement à l'emplacement de leur camp. Sans oublier l'interaction majeure et principale qu'on a avec le culte en jouant Trevor, puisqu'on leur ramène des innocents, sans qu'on ne sache jamais ce qui leur arrive à l'intérieur de ces enceintes. Sauf qu'on n'était pas trop loin de savoir, puisqu'en ramenant assez d'innocents à leur campement, le culte vous prendra en otage et vous participerez à l'une de leurs cérémonies, où il semble prier quelqu'un ou quelque chose. Gardez-le en tête. Puisqu'on joue Trevor, évidemment qu'on va pas se laisser faire et qu'on va devoir tous les tuer. Mais chose intéressante à ce niveau-là, c'est qu'après cette mission, vous aurez accès à un extrait de journal issu du même site qui avait traité du cas de Jolene, sauf que cet extrait concerne le culte. Le voici. Un suicide collectif semble avoir eu lieu dans un camp de culte isolé dans les collines près du mont Chigad. Le groupe appelé les altruistes semble être composé de baby-boomers. Ils étaient pour la plupart nus ou vêtus de haillons primitifs et s'adonnaient à des pratiques sordides, notamment des sacrifices humains et sans doute du cannibalisme. La police enquête toujours sur le site, mais il semble qu'il s'agissait d'un groupe de technophobes, de chasseurs d'extraterrestres, d'amateurs d'armes et d'anti-âge convaincus qu'ils pouvaient retrouver leur jeunesse en buvant le sang ou en mangeant la chair de jeunes victimes. La secte, qui semble avoir communiqué sur les conflits générationnels, est obsédée par la perte de prestige des baby-boomers, tandis que d'autres groupes démographiques tentent de s'approprier le monde. Jusqu'à 50 sociopathes auraient vécu dans le complexe et on ne sait pas ce qu'il est advenu des autres, ni s'il s'agit là d'un suicide, d'une exécution de masse ou simplement d'un aspect de la vie quotidienne à San Andreas. Le truc super intéressant que je veux noter, c'est le fait que les altruistes étaient déjà des chasseurs d'extraterrestres, parce que je veux ajouter deux autres trucs à ce sujet. Déjà, la présence de ce symbole sous l'une des cabanes, mais aussi si vous allez au bas de la colline près du campement, cette espèce de petite fente avec ce symbole au fond, je veux que vous le reteniez aussi, parce qu'on va en avoir besoin pour le plus gros morceau de cette vidéo, les aliens. Il existe un dernier bâtiment qui, lui, plus que du simple sang, fait directement référence à un meurtrier. En effet, un tueur en série aurait sévi dans les rues de Los Santos avant même que le jeu n'ait démarré et son histoire débute dans la Cholla Springs Avenue à Sandy Shores. Il y a une maison que l'on constate complètement incendiée, mais genre comme si on avait foutu le feu à cette dernière. Si on décide quand même de se rendre à l'intérieur, on peut observer plusieurs graffitis et notamment des 8 orientés dans tous les sens un peu partout autour de nous sur les murs de la maison. Il y a même 2 messages écrits, le 8 est juste l'infini relevé sur le côté, ainsi que il y en aura 8. On remarque bien une certaine obsession pour le chiffre 8 ou le signe infini, mais surtout ce qui m'a marqué moi, ce sont les chaussures de jogging qui sont pendues au plafond de la dernière pièce comme pour indiquer quelque chose, ou encore ces jarres sur cette étagère pleine de je sais pas quoi, on dirait carrément des restes humains à l'intérieur. Mais c'est pas tout parce que le mystère s'étend jusqu'à Senora National Park où on retrouve des rimes inscrites sur un rocher. Je vais pas les traduire vocalement parce que ça serait vide de sens, mais en gros il fait référence à 8 personnes qui ont été tuées
par ses soins. Donc un poème qu'on pourrait relier avec le deuxième message inscrit sur les murs de sa maison par exemple. Toujours dans le parc mais un peu plus loin, on retrouve un autre rocher sur lequel est inscrit cette fois-ci « Ils me veulent, ils m'auront, mais ils auront pas les miens. Je continuerai de laisser des indices sur l'endroit où ils me mettent. » Un message assez cryptique, mais au vu du poème bien glauque précédent, on peut se douter qu'il parle des corps qu'il ne veut pas que l'on retrouve, et aussi qu'il laisserait probablement une inscription dans sa prison si jamais il se faisait avoir. Ni une ni deux, on se rend logiquement au pénitencier de Bolingbroke et sur le mur de la cour on retrouve effectivement un dernier message. Là où l'eau rencontre le continent et où les flammes ont autrefois jailli, ici devra reposer le 8 de l'infini jusqu'à ce que je revienne. Ça paraît être une sorte d'élucubration, encore une fois à propos de ce 8 de l'infini, mais aussi d'un volcan sous-marin. C'est assez étrange, mais on aurait donc une piste pour retrouver les corps et potentiellement donc 8 morts. Mais on verra plus tard, parce que le fin mot de cette histoire se trouve dans une maison encore une fois détruite et abandonnée à Sandy Shores, au bout du virage de Algonquin Boulevard, et dans cette maison on retrouve un bout de journal abîmé datant de 2004 nommé comme le rapport Señora Beacon. Mais ce bout de papier révèle absolument tout sur la situation de cette histoire. En 1999, un homme de 52 ans nommé Merrill Abrahams serait parti une nuit faire une virée en voiture pour se détendre. Et le temps d'une pause, il aurait croisé un jogger, puis 2, puis 3, et aurait senti en lui monter une pulsion meurtrière. C'est simple, il aurait tué l'un d'entre eux. Non seulement ça, mais il aurait fait la même chose avec 8 autres hommes qu'il aurait enlevés, torturés et fait disparaître. La police a placé Abrahams comme le suspect numéro 1 sur cette affaire de disparition en série, 8 hommes dont on n'a jamais pu retrouver les corps. Néanmoins, son obsession pour le chiffre 8, ses déplacements étranges en voiture et surtout cette paire de chaussures de jogger pendues à son plafond, tout indiquait que c'était lui. Il sera placé au pénitencier de Bolingbroke où on a vu le dernier graffiti, mais où aussi il décédera en 2004 juste avant la fin de son procès pour enlèvement et torture, emportant avec lui la vérité. Comme le message sur un des rochers le laissait sous-entendre, il a toujours démenti être le tueur et n'aura jamais révélé la position des cadavres. C'est en théorie un vrai mystère. Mais en fait pas tant que ça, parce que si on reprend l'espèce de devinette sur les murs de sa prison, on découvre en fait la position d'une île au nord du mont Chiliad, donc le volcan. Si on décide d'aller là-bas et qu'on fait le tour de l'île sans rien trouver, on va vite se rappeler que la devinette nous disait d'aller à la jonction entre les océans et le continent, donc il suffit de plonger dans l'eau, et comme par hasard, on y découvre 8 corps. Alors, contrairement à ce que le rapport de Señora Beacon disait, ce sont les 8 corps de femmes attachés avec des liens en plastique sur lesquels est inscrit le chiffre 8 au niveau du buste que l'on va rencontrer. D'ailleurs, le chiffre 8 inscrit sur les murs de la maison d'Abrahams à Sandy Shores sont disposés de manière à représenter la position exacte des corps sous l'eau. Les noirs indiquent des corps avec les mains attachées vers l'arrière et les blancs vers l'avant. Merrill Abrahams est forcément le serial killer du 8 de l'infinité, mais ces cadavres sont-ils bien les 8 portés disparus dont le papier parlait ? Ça, on le saura jamais. Comme vous l'avez remarqué et sans doute compris, on finit ce segment de la vidéo avec les 2 plus grands easter eggs et les 2 plus grands mystères de GTA V, sans aucun doute d'ailleurs les plus passionnants de toute la saga. Si le cas du tueur de l'infini était déjà assez balèze, là on va s'attaquer à un autre énorme morceau de cette vidéo. Parce qu'il y a juste tellement de choses à dire, c'est incroyable. C'est l'un des plus grands terriers de lapin du jeu vidéo, et j'ai toujours voulu en traiter au moins une fois. Les aliens dans GTA V, ça commence avec quoi? Ce que j'entends par là, c'est qu'on a généralement une fausse idée, puisque beaucoup de gens pensent que les mystères des aliens dans GTA V ne débutent qu'avec la présence de cette peinture au sommet du mont Chiliad, ce qui est d'ailleurs factuellement faux du coup, puisque le premier alien, on peut le rencontrer dès les premières minutes du mode histoire. Bon, ça reste malgré tout un easter egg assez connu, mais dans le prologue, vous allez à un moment devoir vous échapper de la banque que vous venez de braquer, et si vous vous aventurez sur cette rivière gelée aux côtés de la route, vous pourriez rencontrer cet alien qui est congelé et parfaitement conservé. Mais c'est pas la seule occurrence par laquelle on peut rencontrer cet alien, étant donné que la mission qui suit le prologue vous présentera de nouveau ces aliens, exactement les mêmes, sauf qu'il s'agit là d'acteurs. Encore une fois, c'est pas tout, puisqu'exactement les mêmes modèles d'aliens sont disponibles lors de 2 événements. Ces 2 événements ne se produisant qu'en jouant Michael. Le premier de ces 2 événements supplémentaires se produit dans la mission Grassroots, qui est une mission dans laquelle Michael parle à un mec dans un stand au centre de Los Santos qui lui offre une drogue hallucinatoire, et Michael se devra d'affronter des aliens qui ont exactement la même apparence. Deuxième événement avec Michael, c'est lors d'une autre mission dans un contexte très similaire, où lors d'une sortie avec son fils Jimmy, il rencontre le dealer de Jimmy. Michael consommera alors de l'herbe et une boisson spéciale qui le fera halluciner des chimpanzés avant qu'il ne se fasse kidnapper par des aliens. Je veux d'ailleurs que vous prêtiez bien attention au modèle de la soucoupe volante, parce que ce modèle reviendra, il sera très pertinent pour nos conclusions. C'est tout pour les apparitions de cet alien. On peut du
du coup en conclure que si des aliens sont bel et bien réels dans l'univers de GTA, c'est à ça qu'ils ressemblent, un espèce de mélange entre les xénomorphes d'aliens et ces trucs dans Half-Life. On va maintenant passer aux quelques autres lieux qui contiennent des références aux aliens et qui seront pertinents par la suite, en commençant par cette zone qui est souvent ignorée voire quasi pas connue, qui représente tout un tas d'aliens, même si en vérité celle-là elle est pas super pertinente. C'est pas le cas pour la prochaine parce qu'elle est beaucoup plus connue et que surtout on devra y revenir dans un moment. C'est un espèce de camp de hippies qui encore une fois représente d'une façon très similaire tout un tas d'aliens. En revanche, comme vous pouvez le voir, ils sont nettement différents de ceux qu'on a aperçus dans le prologue ou de ceux qu'on a aperçus quand Michael hallucinait. Il y a sur les lieux véritablement deux choses intéressantes. L'une d'entre elles, je peux pas vous la révéler maintenant mais ça viendra. L'autre, je vais vous la montrer tout de suite puisqu'en se rendant au sommet de ce campement, on trouve ce spot avec ce symbole, un symbole qu'on a déjà vu puisqu'il était aussi sous l'une des cabanes du camp des altruistes. Sauf que cette fois, sous le symbole, il y a ce nuage avec de la pluie qui est une indication importante pour ce qui va suivre. En attendant, on va devoir se rendre au cœur de cet easter egg. Le sommet du mont Chiliad avec cette peinture qui est iconique au possible. On a toute une façade avec tous ces symboles et le nombre de théories qu'il y a à leur sujet, c'est absolument fascinant. Décortiquons les différents éléments présents sur le dessin dans un premier temps avant d'essayer d'imbriquer quelques théories que ce soit. Déjà, en bas à gauche, il y a une soucoupe. C'est important de le noter parce que beaucoup de gens pensent que le sommet du dessin, c'est aussi une soucoupe, mais on aperçoit la différence immédiatement entre les deux dessins. Donc moi, je pense pas que ce qu'il y a au sommet du dessin, ce soit une soucoupe, mais un œil. Ensuite, on a cet œuf qui est craquelé, ça reviendra assez bientôt puisque cet œuf est présent dans le jeu. Et oui, même si à l'époque de sa découverte ça avait fasciné toute la communauté, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne le savaient même pas. Sur la colonne du bas, en dernier élément, on a le jetpack qui est, je pense, aussi l'élément le moins intéressant et pertinent du dessin. Vous verrez pourquoi très bientôt. Au sommet, je l'ai déjà dit, mais je pense pas forcément qu'il s'agisse là d'une soucoupe volante. On en a une en bas et elle est radicalement différente. De plus, je pense du coup qu'il s'agit là d'un œil, mais pour expliquer ça, vous allez devoir attendre la fin de cette entrée pour que je puisse présenter ma théorie. Je tiens juste à préciser que j'ai aucune idée quant au fait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait une théorie similaire, donc si jamais quelqu'un a déjà énoncé une théorie dans le genre, n'hésitez pas à me le faire remarquer, ça m'intéresse vraiment. Sur le dessin, je l'ai pas précisé, mais évidemment, la montagne sur laquelle se prolongent toutes ces gravures, c'est le mont Chiliad, celui sur lequel on se trouve actuellement. Autre chose intéressante, c'est la présence de toutes ces lignes, ainsi que ces croix sur le dessin, qui, une énième fois, peuvent signifier mille et une choses. Et c'est maintenant qu'il est l'heure de passer à la prochaine partie de cette entrée. Le concret, les différents UFO qui apparaissent sur la map. Donc déjà, on a ce message sur cette plateforme, reviens quand ton histoire est complétée, qui fait évidemment référence au mode histoire de GTA V, puisqu'en le finissant, on débloquera justement l'accès à tous ces UFO. En complétant l'histoire, le premier se présente à nous sous un temps pluvieux et orageux au sommet du mont Chiliad. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certaines marcations sur le dessin. Elles nous indiquent diverses inscriptions présentes au sein même de la montagne, nous offrant les conditions de l'apparition des divers UFO. Maintenant, j'aimerais que vous notiez l'énorme similarité entre cette soucoupe spécifique ainsi que celle que Michael a halluciné. Si vous regardez bien le bas des deux modèles, il est identique. Ensuite, vous pourrez vous rendre au Fort Zancudo qui se situe à l'ouest du Blaine County pour rencontrer le deuxième ovni, qui est d'ailleurs radicalement différent de ce premier qu'on a vu, que ce soit dans sa simple couleur ou même dans son apparence qui paraît infiniment plus sophistiquée. Est-ce qu'il s'agit forcément là d'aliens qui surveillent la base militaire la plus importante de Blaine County? Peut-être, puisque comme vous l'avez remarqué, si on est trop loin de l'ovni, il semble comme camoufler et comme disparaître, donc c'est une théorie plausible, mais moi je pense pas. De nouveau, vous devez attendre un peu plus pour mes conclusions. Il est maintenant cependant temps de se rendre au dernier lieu, qui nous permet de rencontrer l'avant-dernier ovni, le camp de hippies que je vous avais présenté précédemment. Mais on doit s'y rendre la nuit. Celui-là, je pense que c'est juste le plus intéressant, parce que certes, il n'a pas une apparence aussi spéciale que celui au-dessus du Fort Zancudo, et en vrai, il est juste identique à celui qu'on a vu sur le mont Chiliad, mais là où il sort du lot, c'est qu'il a FIB écrit sur sa partie supérieure, l'équivalent du FBI dans l'univers de GTA. Et chose que je vous ai pas dit, celui au-dessus du mont Chiliad comporte aussi ce FIB. En fait, les deux modèles sont littéralement les mêmes. Donc concrètement, le seul qui est véritablement différent, c'est celui qui se situe au-dessus du Fort Zancudo. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début de la vidéo, je vous avais parlé d'une soucoupe coulée au fond de la mer, qui est exactement la même que les deux qui comportent le FIB. Qu'est-ce que tout ça, ça veut concrètement dire? On en vient au dessin et à sa signification. Mais avant de parler de ce que moi je pense, je vais vous parler d'une théorie globalement assez connue, mais que j'aime beaucoup, même si elle mène pas où moi je veux vous emmener. La théorie énoncée par Strangeman dit que tout ce dessin n'est que la représentation de tout ce qui se profile dans GTA V. Je m'explique. En gros, l'ovni en bas à gauche représenterait Michael, puisque c'est clairement un aliéné, que ce soit auprès de sa famille qui ne le comprend jamais, que ce soit auprès de son ancien ami Trevor, ou même encore en relation avec la société, puisque c'est encore et toujours
un criminel. L'œuf, tout aussi symboliquement, représente Franklin. C'est le plus jeune du groupe et c'est celui qui clairement se découvre le plus et qui évolue le plus au cours de l'intrigue de GTA V, sortant de son quartier qui craint pour aller vivre dans les parties les plus riches de Los Santos. Le jetpack par élimination, c'est Trevor. Ça, on l'attribue au fait que c'était un ancien pilote de l'armée américaine. Et je sais que c'est là où ça coince pour beaucoup de gens parce que c'est un peu trop abstrait, ça paraît être sans importance, mais c'est clairement pas le cas. Le fait qu'il ait été pilote dans l'armée américaine, c'est littéralement l'événement qui l'a fait rencontrer Michael et qui nous a permis d'avoir toute cette intrigue et qui, en plus de ça, a changé la vie de Trevor à tout jamais. Maintenant, on en vient à tous les autres éléments du dessin en commençant par le bas, avec cette ligne qui lie Michael et Trevor avant même de se lier avec l'œuf, ce qui est parfaitement sensé puisque Michael et Trevor se rencontrent bien avant de rencontrer Franklin. La ligne qui part de Franklin joint Michael avant de rejoindre Trevor, ce qui, encore une fois, est rigoureusement cohérent avec l'histoire. Franklin rencontrant Michael bien avant Trevor. Le fait qu'aucun des deux, donc ni Michael ni Trevor, n'atteignent le sommet avec leur ligne est logique aussi pour plusieurs raisons. Déjà, à la fin, on a l'opportunité de tuer l'un des deux, donc soit Michael ou Trevor, et dans aucune des fins, Franklin ne meurt. Et même si les fins où vous tuez l'un des deux n'est pas la fin canon, puisque la bonne c'est celle où les deux autres survivent. Mais ça va au-delà de ça, puisque la toute dernière mission du jeu, déjà, vous pouvez que la faire avec Franklin. Mais en plus, Franklin, c'est clairement le personnage principal. Tout tourne autour de lui en majorité, c'est vraiment le pivot de l'histoire. Et toutes les autres lignes représentent simplement toutes les péripéties que rencontrent nos trois protagonistes. Certaines n'ont aucune liaison avec les autres, ce qui, de nouveau, correspond au fait que certaines missions que vous réalisez avec certains personnages n'impactent que le personnage avec lequel vous faites la mission. Ensuite, les 5 croix représenteraient ce qui est demandé pour compléter à 100% le jeu. C'est, je trouve, en vrai, le seul élément de la théorie qui s'imbrique que moyennement. Pour finir, le reste du dessin, donc les éclairs et ce qui serait selon cette théorie un autre ovni, c'est simplement l'indication de la fin de l'easter egg, qu'en revenant au sommet du mont Chiliad par temps pluvieux ou orageux, vous découvrirez cette soucoupe. Mais je vous avais dit, souvenez-vous, que dans le jeu, il y a bel et bien un œuf d'alien qui a été découvert. Et naturellement, vous me demanderez où est-ce qu'il s'est caché pendant tout ce temps. Bah, il a été découvert dans le code source, donc pas vraiment dans le jeu, et il a été rendu disponible par une mise à jour sur GTA V Online uniquement. Donc ça nous concerne pas trop puisque je veux rester vraiment concentré sur le mode histoire. Je veux maintenant vous parler de ce que moi je pense de tout ça, et de tout ce que je comprends, parce que j'ai un avis assez terre à terre, étant donné que je pense que, honnêtement, GTA V, globalement, c'est un jeu très terre à terre. Vous allez comprendre. Déjà, le seul et unique événement surnaturel qui me vient en tête, c'est le fantôme du Mont Gordo. Et même dans notre réalité, les fantômes, c'est pas si délirant sous plein de points de vue différents, puisque tous les autres trucs ont des explications. Et Bigfoot, par exemple, c'était juste un mec en costume. La bête qu'on affrontera, c'était juste une hallucination, etc. Tout ça pour vous dire que, comme je l'ai dit, pour moi, ce qu'il y a sur le sommet de la montagne, c'est pas un ovni, c'est un œil qui symbolise la surveillance du gouvernement. Puisque 3 des 4 ovnis disponibles dans le jeu indiquent clairement que c'est le FIB qui est derrière ces ovnis. On a déjà vu que l'extraterrestre dans la glace a littéralement la même apparence que les divers costumes qu'on peut croiser, donc véritablement, tout semble trouver une explication rationnelle. Le seul truc qui sort un peu du lot, c'est l'ovni au-dessus du Fort Zancudo qui change radicalement d'apparence et qui, contrairement aux autres, pourrait véritablement s'apparenter à une technologie alien. Sauf que même ça, je pense pas que ce soit le cas. Oubliez pas qu'on se situe juste au-dessus du Fort Zancudo, par définition une base militaire extrêmement importante et qui mène définitivement des recherches sur diverses armes militaires. En quoi ce serait donc délirant que cet ovni n'appartienne à l'armée américaine? Bah, je pense pas que ça le soit. Et c'est là qu'on arrive au dessin et à leur signification. Donc, l'ovni en bas à gauche, c'est juste une représentation des divers ovnis qu'on peut rencontrer tout à travers le jeu. L'œuf, c'est littéralement juste le symbole d'un easter egg ou d'un œuf de Pâques. Et dernièrement, le jetpack, c'est juste un clin d'œil à leurs opus précédents, comme Rockstar adore le faire. Je pense cependant que l'œil au sommet de la montagne va plus loin que ça. Je pense que c'est justement cette idée presque anti-gouvernementaliste qui indique que littéralement, derrière tous les événements du jeu se cache en vérité le gouvernement. Et comme je l'ai dit, du coup, dans le contexte du jeu, c'est totalement crédible au vu déjà de son cynisme, et même dans l'histoire, le gouvernement est véritablement, semblablement du moins, derrière une partie conséquente des événements. Cet œil au sommet fait juste écho à cette idée de l'omnipotence et de l'omniprésence du gouvernement, mais on peut en venir à se poser une question par rapport à un truc que j'avais laissé en suspens, le culte des altruistes. Il priait quoi? Si on part justement de cette idée que le gouvernement est une espèce d'entité suprême et quasiment omnisciente, ce serait pas délirant que des gens aussi arriérés prient ce gouvernement? Personnellement, si j'ai pour habitude d'adorer les théories qui partent dans tous les sens et qui vont chercher des trucs super loin, je pense que cet easter egg là, faut pas le voir comme ça. Parce que je pense que comme dans une majorité des easter eggs de GTA V, il y a une explication parfaitement rationnelle à tout ce qu'on voit. Cette idée, à mes yeux, elle s'appuie même par le fait que Michael, tout en étant complètement défoncé, hallucine tout de même des aliens parfaitement identiques à ceux qu'on a vus.
et s'imagine un ovni parfaitement identique à celui qu'on a rencontré à de maintes reprises. Cependant, cet easter egg de GTA V reste absolument légendaire. C'était un vrai plaisir de vous en parler parce que, comme tous ceux qui ont joué à GTA V, et qu'est-ce que j'y ai joué, l'easter egg du Mont Chiliad, c'est un classique qui a fasciné toute une génération. Et je pense pas qu'il soit prêt d'être oublié. Et en parlant d'oubli, justement, venons-en à la dernière section de cette vidéo. On arrive à ma partie préférée de cette vidéo et je pense que ce sera peut-être pas celle que la majorité d'entre vous va préférer, même si j'espère de tout mon cœur que si, parce qu'elle est juste trop bien. En vérité, on va traiter aussi de trucs étranges au sein du jeu, que ce soit certains bugs ou certaines mécaniques qui du coup indirectement ont créé de fausses rumeurs. À ce sujet, quoi de mieux que de commencer par... Au début de GTA V Online, vous aviez une différence notable avec le mécano que nous on connaît aujourd'hui, puisqu'à l'époque, c'était un PNJ à part entière qui roulait vraiment avec votre voiture et vous la ramenez. Aujourd'hui, si vous l'appelez, votre voiture va juste spawn de nulle part. Sauf qu'à l'époque où c'était un PNJ, il était extrêmement étrange, puisque dans beaucoup de cas, il refusait de quitter votre véhicule, il pouvait occasionnellement l'éclater contre des murs ou divers obstacles, et il allait même jusqu'à l'agression physique si vous vous opposiez trop à lui. Évidemment, vu qu'il était super chiant et buggé, ça a forcé Rockstar à le sortir du jeu et à nous le présenter sous cette forme, un simple numéro qui téléporte notre voiture. Il y a évidemment tout un tas de théories qui sont nées à cause de ça. Est-ce qu'il était possédé? Est-ce que c'était en vérité volontaire? Des questions auxquelles on ne trouvera jamais de réponse. Alors ça c'est très connu, mais le 11 avril 2018, il y a une vidéo d'un mec appelé Marco Pagan qui est apparu sur YouTube et qui a fait du bruit, puisque Marco dans sa vidéo semble répondre à l'affirmation d'un autre YouTuber qui dit avoir trouvé un clown avec une hache, fixant le coin d'un des murs de l'hôtel abandonné de Sandy Shores, le même dont on avait parlé en tout début de vidéo. Marco s'y rend alors la nuit avec Trevor et étonnamment, il ne trouve rien. Mais là, il a l'idée brillante de changer de personnage et en prenant Franklin, il retourne sur les lieux où il verra bel et bien ce même clown menaçant avant de le buter. J'avoue que cette fin m'a bien fait rire, et le pire c'est que je vous jure que le nombre de personnes qui y ont cru, y compris moi, était absurde. Tout le monde voulait rencontrer des clowns tueurs dans GTA V. À ce sujet, il y a une autre vidéo un peu différente qui est plus récente et plus connue aussi, qui a été publiée par Mad Trevor en 2020, qui présente ce même easter egg, mais un peu différemment. Puisque déjà dans sa vidéo de mort, il y a un van de clowns devant l'hôtel, il y a plein de sangliers, il y a même des cadavres dans différentes pièces avant que ne vienne le climax de la vidéo. Le moment où il découvre les clowns en train de danser autour d'un feu de camp, avant qu'il ne le remarque, ne s'arrête, ne disparaissent avant de rentrer dans leur van et de partir. Et ça aussi, il y a plein de gens qui y ont cru, parce qu'entre certaines fausses vidéos qu'il montre comme celle-ci, il a mis des vrais trucs qu'il y a dans le jeu, comme le camp des altruistes ou le fantôme du Mont Gordo. Heureusement, cette vidéo-là au moins, moi, j'y ai pas cru. Alors ça c'est tout bonnement l'un de mes préférés, c'est typiquement le genre de truc que j'adore dans GTA V et sa communauté, c'est le fait d'imbriquer de vraies légendes dans le jeu et d'y attacher des vieux photomontages ou des vieux mods, c'est vraiment ma passion. Goatman c'est une légende urbaine de GTA V qui trouve ses inspirations dans le Goatman existant dans notre vraie vie, entre guillemets du coup, qui aurait été vu dans les Appalaches, c'est une chaîne de montagnes aux États-Unis située dans le Maryland. Enfin en l'occurrence les Appalaches ça s'étend sur plus d'états que le Maryland, mais je veux dire que le Goatman il est issu du Maryland. Et c'est un lieu extrêmement populaire quand il s'agit de parler de cryptides ou même de paranormal plus vastement. En tout cas, ce Goatman dans le jeu, on a vraiment que 3 images de lui puisque sa rencontre est quasiment impossible. Il se baladerait apparemment uniquement de nuit et n'apparaîtrait que près de ce pont, non loin du Mont Chiliad à Sandy Shores. Peu de choses nous sont connues à son sujet. Il ne serait apparemment pas agressif étant donné qu'à chaque rencontre, il semble se contenter d'observer le joueur. Comme son nom l'indique, c'est une créature anthropomorphique qui est couverte de poils et qui, à l'image d'une chèvre, possède 2 cornes et se déplace extrêmement rapidement. Maintenant, il y a 2-3 trucs intéressants à noter. Elle serait possiblement de près ou de loin liée au culte des altruistes, puisqu'à leur campement et à divers endroits sur la map, on peut trouver ce crâne de chèvre qui paraîtrait être une référence à Goatman, sans oublier cette particularité qu'une personne du nom de Physics a remarqué dans un lac non loin du lieu où se trouvait Goatman, puisque dans l'eau, il semblerait y avoir une figure de Baphomet qui, due à son apparence, serait liée au Goatman. D'ailleurs, juste à côté de ce lac, il y a une maison en vente, puisqu'il est dit que les propriétaires auraient revendu leur maison à cause de la présence trop importante de Goatman dans les environs. J'ai décidé de regrouper les deux pour me prouver que je suis un homme courageux et puissant en affrontant mes pires peurs. On va traiter de ce qui se cache au fond des mers de Los Santos. On va commencer par le Kraken que tout le monde connaît, pas besoin de le présenter, c'est une créature mythique et absolument gigantesque. Déjà, vous allez voir que pour les deux créatures, des gens ont fait des collections avec les ossements situés au fond de la mer que je vous avais montré au tout début de la vidéo, et vous voyez comment tout s'imbrique. Me demandez pas comment ces ossements ont un quelconque lien avec le Kraken, c'est juste un commu GTA V. Comme vous le savez
savez peut-être, vous pouvez pas aller au fin fond des océans de GTA V puisqu'arrivé à un certain seuil, vous allez juste être retéléporté à la surface. Mais des gens disent et théorisent qu'en allant au-delà de ce seuil, on pourrait rencontrer le Kraken. D'autres affirment même qu'en étant allé au plus profond possible avant de se faire téléporter, ils l'auraient aperçu. La gueule de la légende, vraiment. Maintenant, pour le mégalodon, c'est littéralement la même idée que pour le Kraken, sauf que vous avez pas besoin d'aller dans les profondeurs, mais juste le plus loin possible dans l'océan de la map. Et si vous faites ça, comme dans la vidéo en fond on le montre, vous pourriez rencontrer cette bête absolument gigantesque. Le Mothman, c'est une figure assez connue maintenant qui est souvent associée aux catastrophes naturelles étant donné qu'à chaque fois qu'elle aurait été vue apparemment, c'était juste avant l'une de celles-ci. Dans le jeu, il y a une photo à son sujet où on la verrait dans le fond, une espèce de figure noire avec de grandes ailes et des yeux rouges qui brillent terriblement. Elle aurait été aperçue près des ponts de Sandy Shores, exactement les mêmes que ceux où Goatman aurait été aperçu, mais pas seulement, puisque Mothman aurait aussi été vu par certains joueurs sur l'église Hill Valley au nord complet de la map. On est là devant mon mythe préféré. Vraiment, je le trouve génial et je suis trop content d'en parler. Panic in the Woods, c'est un phénomène étrange qui se produit sur GTA V et il est basé sur l'affirmation selon laquelle, à de rares occasions dans les forêts de San Andreas, un bourdonnement aigu est émis, semblable à une espèce d'acouphène, et la santé du personnage diminuera alors progressivement jusqu'à ce qu'il ne retourne à la civilisation, sortant ainsi des bois. Alors, pour un peu de contexte, puisque ça aussi c'est tiré d'un phénomène se produisant apparemment dans la vraie vie, mais selon le blog The Paranormal Guide, la Panic in the Woods a été associée à un dieu païen du nom de Pan, qui est un protecteur de lieux sauvages dont la présence inapparente inspire une sorte de crainte sans cause. Les victimes éprouvent un sentiment écrasant de paranoïa, comme si une force surnaturelle se trouvait à proximité et ressentent un danger imminent. Ça conduit généralement la personne à fuir la zone, cherchant désespérément un retour à la civilisation. Une caractéristique étrangement commune par rapport à ce phénomène, c'est que les gens décrivent souvent que les bois deviennent complètement silencieux. Ça finit par assourdir la victime avant que le bourdonnement ne s'installe que quelques instants plus tard. Le pire, c'est que ce silence assourdissant et la paranoïa décrite précédemment seraient tous deux liés au cryptide qu'on a vu juste avant, le Goatman, mais même au Skinwalker. Et c'est exactement la même chose dans le jeu, soi-disant. Si vous êtes trop longtemps hors de la civilisation, vous verrez votre vie commencer à se faire drainer, mais pas que, puisque tout autour de vous deviendra silencieux, et la seule chose qui peut vous sauver, c'est de retourner à la civilisation ou de croiser quelqu'un, en espérant qu'il ne s'agisse pas du Goatman. Il est temps de conclure parce que je trouve que c'était les mythes et les légendes les plus intéressants de GTA V parce qu'autrement ça tourne vite en rond et il y en a beaucoup qui ont juste pas de substance. Genre le monstre du Loch Ness qui apparemment existerait, mais y a rien, littéralement, pas même le truc le plus infime pour soutenir cette idée. GTA V et ses easter eggs, sa map et ses mythes, c'était pas forcément pour moi une introduction à l'horreur, mais disons que c'était une consolidation. J'aime l'horreur depuis que je suis petit, GTA V ça m'a permis de découvrir un autre pan de l'horreur, une horreur qui se cache bien plus dans les détails et qui parfois manque cruellement d'explicite. C'était aussi une passion pour moi à l'époque de suivre comment divers easter eggs et mystères du jeu évoluaient, vivre ça en direct et attendre impatiemment la suite d'une piste. C'était juste trop cool et j'espère qu'un jour, même si je joue plus vraiment, enfin je joue plus qu'occasionnellement aux jeux vidéo, je retrouverai un jeu qui me passionnera autant que GTA V m'a passionné. J'espère aussi pour ceux qui ont joué à GTA V que c'était un bon nostalgique pour vous cette vidéo, et que pour ceux qui n'y ont jamais joué, j'espère vous avoir fait découvrir un univers, ou du moins la partie la plus horrifique d'un univers qui m'a marqué à jamais. Je tiens à remercier Lucas Social pour son énorme travail. C'était un plaisir de faire ça avec lui et de partager une vidéo qui me tient autant à cœur avec quelqu'un, parce que comme je l'ai fait comprendre au début de la vidéo, c'est un sujet que j'attendais de traiter depuis un moment, et c'est juste un sujet qui me plaît tellement. Je pense que j'ai plus grand chose à ajouter, donc tout ce que je vous souhaite, c'est une excellente journée ou une excellente soirée.